8h18 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce mercredi est Thomas Rousseau. Il est président du mouvement Rennes à droite. Il est également candidat à Rennes pour l'Espoir rennais au municipal de 2026. Et il a fait la route pour être avec nous ce matin. Je le remercie. Bonjour. Merci à vous. Bonjour Stéphane Hamon. Alors on va parler de Rennes évidemment ce matin, mais j'avais envie de faire un petit détour par la grande politique parce qu'on va parler un peu de sécurité évidemment et des problèmes que rencontre Rennes avec le trafic de stupéfiants. Et il y a eu hier soir ce vote de cette loi sur le narcotrafic, loi donc définitivement adoptée, alors sous peine éventuellement de passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est une bonne chose que cette loi arrive maintenant? C'est une bonne chose, plusieurs raisons, et je salue la démarche de Bruno Retailleau à deux titres. Déjà parce que cette loi sur le narcotrafic est absolument nécessaire pour mener la guerre contre le narcotrafic, parce que aussi Bruno Retailleau est allé chercher un large consensus sur ce sujet-là, et ça montre une chose, c'est qu'on peut porter des convictions, mais aussi ces convictions peuvent rassembler un socle large, si tant est qu'on arrive à avoir la méthode de rassemblement. Et pourtant, il a été pointé du doigt, hein, Bruno Retailleau. Il est toujours, d'ailleurs, particulièrement par le camp de la gauche, par LFI. On a entendu même des demandes de démission, dans une autre affaire, puisqu'il s'agissait de ce meurtre qui a eu lieu dans une mosquée, de ce jeune Malien qui a été tué dans une mosquée, assassiné. Et la gauche qui a reproché essentiellement à Bruno Retailleau de ne pas avoir été assez présent sur le terrain, de ne pas avoir assez condamné. Alors, ce que dit Bruno Retailleau très justement, c'est d'être pointé du doigt par LFI, c'est une légion d'honneur. LFI considère même que François Ruffin est d'extrême droite. Bon, ça commence assez tôt. Moi, ce que je remarque, c'est Bruno Retailleau s'est rendu tout de suite sur les lieux, a dénoncé ce crime abject et qu'il est là pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Donc, il a fait le nécessaire pour protéger nos concitoyens, notamment au travers du narcotrafic, notamment au travers de toutes les mesures qu'il porte. Et quand on reprend cet exemple de ce Malien qui est décédé, et c'est un crime abject évidemment que je condamne, moi ce que je remarque c'est les pleurs à géométrie variable de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a autant pleuré les centaines de morts depuis 30 ans que nous avons connus au nom du djihad, Charlie Hebdo, le Bataclan? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a autant pleuré le pogrom du 7 octobre? Donc voilà, moi c'est ça que je condamne, mais évidemment Jean-Luc Mélenchon a raison de pleurer ce mort. Maintenant il faut passer aux actes, et c'est là qu'il doit sortir de l'ambiguïté et cesser son discours anti-police. Parce que pour moi, pour régler ce sujet-là, le régalien est absolument nécessaire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on porte le thème Rennes en sécurité dans la capitale de Bretagne. Alors on va en parler de Rennes. Un dernier mot sur la grande politique. Évidemment, il y a cette France fracturée aujourd'hui. On voit aussi l'entrisme religieux des frères musulmans qui prend beaucoup de place dans notre société. Est-ce qu'il faut être vigilant, Thomas Rousseau? Est-ce qu'il faut être vigilant sur les valeurs de notre société, les valeurs quelles qu'elles soient, les valeurs de l'histoire, les valeurs religieuses, les valeurs politiques? Bien sûr, la laïcité, c'est notre trésor, c'est la liberté de culte. Aussi, la France a des racines chrétiennes, 70% des Français le confirment récemment lors d'un sondage. Et après, au-delà de cela, l'entrisme des frères musulmans doit être condamné, doit être combattu partout, et les frères musulmans doivent être interdits en France. Tous ceux qui contribuent au séparatisme doivent être combattus pour préserver notre identité, nos valeurs républicaines, la laïcité et le respect des cultes et des communautés. Donc réinstaurer un dialogue au-delà des clivages et des influences parfois très dangereuses que l'on peut avoir dans la société. Exactement, et c'est d'ailleurs en cela que la France insoumise est dangereuse, puisqu'elle attise la haine entre les communautés. On le voit très régulièrement lors de leur prise de parole. Le ministre de l'Intérieur a voulu aussi dissoudre la Jeune Garde, donc qui a été fondée par un député de la France insoumise. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? C'est une excellente nouvelle.
J'espère que cette association d'extrême gauche sera dissoute, comme Défense collective d'ailleurs. Tous ces groupuscules d'extrême gauche doivent être combattus, dissous, pour la sécurité de tous les compatriotes, tous nos Français. Il faut dissoudre aussi des groupuscules d'extrême droite, il y en a pas mal. Tous les groupuscules qui contribuent à désorganiser le pays, qui contribuent à attiser la haine, doivent être combattus et dissous. Alors on va parler de sécurité, hein, je vous l'ai promis, et de Rennes qui est en proie, là aussi, à une forme de gangrène par le trafic de stupéfiants. On entend beaucoup parler de Rennes dans l'actualité. Alors il s'agit là encore, hein, pas de pointer la ville, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se met en place avec ce trafic, ces luttes pour des territoires, ces fusillades. Deux élus même étaient présents dans ce restaurant qui a été victime d'une fusillade il y a quelques semaines à Rennes. On passe un cap là à Rennes. On passe un cap, mais qui selon moi a déjà été dépassé. Je prends l'exemple, au mois de janvier, c'est 3 morts, dont 2 liés au narcotrafic. Rennes, comme de nombreuses villes, vivent cette insécurité permanente, l'explosion de la violence que je dénonce d'ailleurs avec mon groupe depuis des années. Et depuis une dizaine d'années en France, c'est cette explosion de l'insécurité, c'est une hausse de 10% par an en matière de trafic de stupes, de viols, de coups et blessures, d'homicides, de tentatives d'homicide. Et malheureusement, Rennes n'est pas épargnée, et c'est encore pire puisqu'elle décroche même par rapport à des villes comme Nantes pour se rapprocher de tendances similaires à Marseille ou à Grenoble. Donc nous dénonçons cela depuis des années. Nous avons fait un certain nombre de mesures, de propositions fortes. Rennes en sécurité est notre thème de campagne. Nous avons écrit à Bruno Retailleau, nous avons lancé une pétition aussi. Bruno Retailleau était venu nous soutenir au mois de novembre dernier. Et donc ça, c'est vraiment essentiel que de préserver la sécurité pour tous, mais d'ailleurs et ce sont les plus fragiles qui sont d'abord frappés. Donc c'est le rôle d'un responsable politique que de mettre un terme à cette violence, donc notamment avec des mesures très fermes, comme l'armement de la police municipale, mais qui sont d'ailleurs proposées par des municipalités socialistes. Je pense à Saint-Nazaire. Donc c'est plutôt une mesure de bon sens, mais aussi dans un projet global qui englobe la reconstruction de l'autorité, que ce soit à l'école, que ce soit des mesures fortes en matière de social pour donner un espoir à la jeunesse. Et c'est tout cela que l'espoir rennais veut porter, non seulement avec des mesures régaliennes fortes, mais aussi un projet global qui permet de reconstruire nos liens, nos solidarités et lutter contre la violence qui émane un petit peu partout. Alors, avec une violence qui est souvent portée par les plus jeunes, il n'est pas rare aujourd'hui, dans des affaires de trafic de stupéfiants, de retrouver des jeunes de 16, 15 ans, 14 ans parfois. Est-ce que il y a urgence, alors je ne sais pas si c'est le cas à Rennes, mais est-ce qu'il y a urgence, là aussi, à rétablir une forme de sécurité, j'allais pas se dire une forme de sécurité éducative. Exactement, une forme d'autorité, que ce soit à l'école, donc investir dans le sport, et investir dans notre jeunesse pour qu'ils puissent se retrouver ancrés, enracinés dans leur quartier, avoir un projet de vie qui les évite justement de faire ce qui s'est passé aussi récemment au lycée Saint-Vincent où un lycéen a agressé un professeur de sport. Donc ça, c'est inadmissible. Et dans l'enceinte aussi de l'université comme à l'école, l'insécurité, la violence est interdite. Et je soutiens d'ailleurs les professeurs ou nos instituteurs qui vivent assez quotidiennement ces problèmes d'insécurité. Alors, on le voit aussi à l'université. Alors dans un contexte sans doute plus politique, ça devient difficile, par exemple, de suivre des cours à l'université de Rennes 2 aujourd'hui. Voilà, il y a cette pression politique. Est-ce que là aussi, il faut sortir de la politique des universités, par exemple ? J'en suis convaincu. Je prends l'exemple notamment de l'avenue de Rima Hassan que nous avons condamnée, qui est venue récemment à Rennes. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà l'idéologie n'a pas sa place dans l'université. Il y a eu 2 problèmes par rapport à sa venue. C'est déjà la pluralité, en tout cas des personnalités politiques. J'espère que François-Xavier Bellamy sera invité prochainement à Rennes 2, par exemple. Et aussi, le problème, c'est que les étudiants sont en temps de campagne pour leurs élections et ça pose un vrai sujet. Donc, moi, ma proposition, en tout cas forte, que je porte pour l'université, c'est sortir l'idéologie, sortir la politique de l'université et se concentrer sur l'apprentissage
le savoir-faire, le débat, pour éviter les phénomènes de violence qu'on peut rencontrer. Évidemment, deux étudiants ont été lynchés par les Antifas, et cette situation est inadmissible et doit cesser. Alors, on a un déclassement aujourd'hui de nos universités, on a une forme d'effondrement aussi de l'éducation nationale. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus national le sujet, mais ça concerne aussi Rennes, ça concerne aussi les territoires. Est-ce que là aussi, il y a un grand chantier à ouvrir, peut-être en dehors de tout dogme, si j'ose dire? Bien sûr, on le voit d'ailleurs lors des études PISA, où la France décroche en matière de mathématiques, notamment de physique, et cela c'est le drame de la France qui se paupérise de manière structurelle. Je rappelle, il y a 30 ans, la France était classée 10e en matière de richesse de PIB par habitant, et maintenant elle est presque 30e. Donc nous décrochons, alors que justement c'est tout le contraire que nous devons faire, c'est reconstruire notre prospérité pour investir justement dans l'intelligence artificielle, qui nécessite des savoir-faire importants en matière d'informatique et mathématiques qu'ont les Français insuffisamment. Voilà, on voit des pays comme les États-Unis, avec toutes les critiques que l'on peut faire à l'endroit de Donald Trump, mais qui sont très en avance là-dessus. La Chine également. La France doit reprendre sa place finalement. La France doit reprendre sa place, et je pense à la Bretagne qui d'ailleurs a un très bon taux de réussite au bac, notamment à Rennes aussi. C'est l'une de nos forces, donc c'est là-dessus que nous devons capitaliser pour justement permettre l'école de l'excellence pour tous, et ça c'est important, ça fait partie des messages forts de l'Espoir rennais. Il y a aussi les réseaux. On évoquait les tout jeunes tout à l'heure. Les réseaux ont pris beaucoup de place dans nos vies contemporaines. Est-ce qu'il faut, là aussi, alors là c'est peut-être plus un débat européen, mais revenir à une plus forte réglementation, peut-être aussi avoir des mesures coercitives. On voit qu'on peut tout faire sur les réseaux aujourd'hui, y compris vendre de la drogue ou se faire livrer. Est-ce que là aussi il y a une grande réflexion à avoir? J'y suis aussi favorable. Après, les réseaux sociaux et justement le digital reste un outil, si tant est qu'il est utilisé intelligemment, mais effectivement il faut une forme de contrôle pour que nos jeunes puissent justement se réapproprier des choses simples comme la lecture, et ça c'est essentiel. Alors on va parler justement des mesures aussi que vous envisagez à Rennes. Alors on parlait beaucoup de sécurité, mais il y a aussi dans la sécurité l'aménagement du territoire, le logement. C'est souvent la difficulté qu'ont les Bretons, les Rennaises, les Rennais qui travaillent soit à Rennes, soit aux alentours, pour se loger, pour trouver un lieu de vie paisible, calme. Là aussi, je vois sourire, il y a un grand chantier à ouvrir. Oui, il y a un grand chantier à ouvrir. Ça fait partie de notre deuxième thème de campagne qui est Rennes pour tous. Je rappelle que nous avons 4 thèmes, Rennes en sécurité, Rennes pour tous, mieux vivre à Rennes et fier d'être Rennais. Et ce projet, il est porté pour tous les Rennais. Effectivement, on le voit, du fait de l'explosion de l'insécurité aussi notamment, les Rennais déjà, en tout cas beaucoup, hésitent à quitter la ville. Donc ça, c'est un drame. Au-delà de cela, il y a aussi évidemment un problème de pouvoir d'achat que nous voulons traiter, et aussi il y a un problème de logement. Donc c'est une crise nationale. C'est aussi exacerbé par certaines situations, notamment à Rennes, où nous avons un certain nombre de propositions fortes, notamment en matière d'accès au logement, notamment en matière de handicap, notamment pour favoriser l'installation des familles. Donc tout ça, c'est le volet solidarité sociale que nous allons porter à Rennes, et que justement nous enrichissons au travers de la consultation que nous menons, parce que nous construisons notre plateforme programmatique. Alors j'allais en parler, mais vous m'avez un petit peu devancé. Voilà, vous lancez donc, vous me tendez la perche comme on dit, vous lancez donc une consultation qui est ouverte à tous les Rennais, toutes les Rennaises, pour enrichir justement votre programme. C'est aussi une forme de, on a beaucoup galvaudé le terme, mais de démocratie participative en quelque sorte. Exactement. Le cœur du sujet, c'est de redonner la parole aux Rennais. C'est d'ailleurs notre 3e opération terrain, la première en septembre 2023, où nous avons effectué un porte-à-porte auprès de 5000 foyers rennais. L'année dernière, nous avons effectué une vaste opération de terrain, tractage, boitage sur les marchés, 30 000 tracts à peu près. Et cette année, depuis à peu près 2 mois, nous sommes encore sur le terrain. C'est, je dirais, l'ADN de l'espoir rennais, c'est d'être aux côtés des Rennais, pour les Rennais. Et nous avons encore distribué une quinzaine de milliers de tracts
encore 15 000 tracts à venir, et nous effectuons un porte-à-porte, une consultation pour les Rennais, pour comprendre leurs priorités, leurs aspirations, et aussi pour nous, pour affiner, pour enrichir notre projet. Donc nous avons encore à peu près environ 5000 foyers rennais à les rencontrer d'ici le début de l'été. On voit beaucoup les Françaises, et ça n'échappe pas non plus, et les Français, et ça n'échappe pas non plus aux Bretonnes, aux Bretons, d'avoir cette forme de décrochage par rapport à la politique, cette forme de défiance par rapport au monde politique, parfois même aux personnalités politiques. C'est le terrain, la clé de la réussite aujourd'hui. Il faut revenir au terrain. Oui, il faut revenir au local, il faut revenir au terrain, et je pense aussi redonner la parole aux Rennais, aux Français, leur faire confiance et les écouter. Je pense que la responsabilité d'un maire, en tout cas sa principale qualité, c'est d'écouter, c'est de se mettre à la place des autres pour cerner les aspirations profondes. Et c'est ce que nous voulons faire, notamment en redonnant la parole aux Rennais au travers de cette consultation, mais aussi en imaginant des référendums locaux. Le dernier référendum que nous avons connu, c'était en 2005. Il n'a malheureusement pas vraiment été respecté. Et je voudrais m'inspirer de certains modèles en Europe qui sont justement beaucoup plus participatifs et qui permettent, qui permettent justement de trancher un certain nombre de sujets. Par exemple, pourquoi pas remettre le parking, le choix du parking Vilaine, en tout cas de le déconstruire à référendum local. Ça, c'est un sujet sur lequel nous voulons travailler. Vraiment la plus grande participation des Rennais à la démocratie locale. Donc plus d'informations et des outils pour participer. Alors, les Rennais s'inquiètent aussi pour leur emploi et pour éviter le déclassement. On voit une situation économique aujourd'hui très tendue en France. La Bretagne résiste mais n'échappe pas, hélas, à cette situation. Et puis on voit des choses surprenantes, comme par exemple l'installation de l'usine Safran près de Rennes, sur un site industriel où il n'y avait pas grand-chose finalement à faire, sinon reprendre d'anciens locaux de Stellantis. Ça s'est pas fait parce qu'il y a une grande opposition, particulièrement des écologistes à la mairie de Rennes. Finalement, Safran ne s'installera pas à Rennes. C'est un gâchis selon vous ? Oui, c'est un énorme gâchis. Alors, plusieurs choses en préalable avant de vous parler de Safran. Le taux de chômage dans le bassin rennais est autour de 6%. Donc, il y a une situation de quasi plein emploi. Il y a de l'emploi à Rennes, aussi en Bretagne. Donc, c'est aussi une de notre force. C'est un tissu économique dynamique et ancré qui est résilient. Cela dit, à Rennes, il manque des emplois industriels. Rennes a perdu une dizaine de milliers d'emplois industriels sur les dernières années. Et donc la volonté de l'espoir rennais, c'est de rééquilibrer ce tissu économique en reconstruisant le tissu économique industriel local et en faisant venir justement plus de Safran. La réalité, c'est que nous voulons plus de Safran et je pense que l'un des sujets de la campagne municipale, ce sera aussi savoir qui veut plus de Safran, qui veut contribuer à la prospérité économique de Rennes et à la réimplantation de savoir-faire locaux, de fleurons industriels comme Safran. Et ce qui est dommage et désespérant, plusieurs choses, c'est que déjà Safran respectait les problématiques du ZAN, zéro artificialisation nette. Safran avait justement une logique de haute technologie et c'est ça qui est indispensable pour bâtir une industrie d'avenir. Et le dernier sujet par rapport à ça, et ça montre une chose, c'est que Madame Appéré, qui a peut-être des bonnes intentions sur faire venir quelques entreprises pour dynamiser le local, elle est prisonnière de ces alliances, justement, contre nature, qui, eux, l'extrême gauche ne veut pas de Safran. Et ça, c'est ce que je dénonce aussi, des alliances contre nature qui vont à l'encontre de l'intérêt général de Rennes et des Rennais. Ça a rappelé un petit peu l'affaire Le Duf à Liffré, où l'entreprise ne s'est pas installée. On a appris ces derniers jours qu'elle s'installe en Normandie. Voilà. On perd finalement, en ayant cette opposition, on perd une dynamique de réindustrialisation de la région aussi.
Bien sûr, et cela contribue à notre déclassement. Et ce que je vois aussi quand on analyse sur un classement la dynamique économique des métropoles en France, malheureusement, Rennes n'est pas dans le peloton de tête. Donc nous avons un effort à faire, nous avons une stratégie, vision long terme à bâtir, des mesures de court terme aussi, mais venir tout simplement très concrètement attirer ces ETI françaises. Il y en a encore 6000 en France, des très belles ETI. Et ça, c'est le rôle du maire que d'être proactif, d'aller les chercher, mais aussi d'aller à l'international pour aller chercher des pépites pour contribuer au rayonnement local et à la dynamisation du tissu rennais. Avec là aussi une réindustrialisation, on en entend beaucoup parler avec les rumeurs de guerre, hein. Elles sont toujours là, ces rumeurs, et de réarmement de la France. À Rennes, il y a un pôle défense important, on pense à la cyberdéfense. Ça peut être aussi une des orientations futures. Exactement, c'est l'une des forces à Rennes, notamment en matière de cybersécurité. Donc ce sont sur ces piliers aussi sur lesquels nous voulons capitaliser, valoriser, pour nous aider à construire vraiment des industries d'avenir qui vont porter Rennes et l'emploi rennais sur les 30 prochaines années. Alors à Rennes, il y a aussi un souci qui est un petit peu loin, peut-être des préoccupations industrielles, mais finalement pas tant. Il faut bien se déplacer pour aller à son travail. Rennes est une ville d'embouteillage, une ville avec une circulation dense et un plan de circulation particulier. Est-ce que vous promettez demain aux Rennais de simplifier ce plan de circulation et de pouvoir traverser Rennes sans trop de soucis? Le plan de circulation de Rennes se fait à l'encontre du bon sens. C'est évidemment l'une des mesures que nous allons proposer en matière de transport et de mobilité, c'est de revoir ce plan de circulation. Nous allons aussi travailler, en plus du métro, sur un RER métropolitain. Il y a une vingtaine de projets qui sont en cours en France. Malheureusement, Rennes n'en fait pas partie, mais je pense que pour fluidifier, améliorer les mobilités, il est indispensable de construire un réseau de RER métropolitain. C'est aussi structurant pour le territoire, et travailler sur le modèle ferroviaire industrie, c'est aussi un modèle qui permet une meilleure résilience. C'est un modèle qui permet la recherche, le développement, donc créer de la richesse sur le long terme, et qui est aussi décarboné. Justement, j'avais envie de vous entendre aussi sur l'échelle locale. On parle beaucoup de l'échelle nationale aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de la réussite possible de l'échelle locale. Est-ce qu'il faut plus décentraliser aujourd'hui pour obtenir plus de moyens pour des villes comme Rennes, par exemple ? Bien sûr, c'est important, cette logique de décentralisation. Alors évidemment, il faut un État stratège, hein, c'est Massef gaulliste qui parle, un État qui pilote, mais aussi qui laisse faire l'initiative privée, qui laisse faire l'initiative locale, parce qu'il faut faire confiance aux Français. Donc cette logique de décentralisation, elle est aussi indispensable. Il y a aussi le social à Rennes. Rennes est une ville sociale par essence même. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des budgets pour que les plus précaires ou ceux qui ont le plus besoin d'aide, et là on parle d'aide financière, qui peuvent aller vers le logement, vers le travail, vers beaucoup de choses. Là aussi, il va falloir repenser la politique sociale. Il faut repenser la politique sociale. D'abord, il faut reconstruire notre prospérité. Et un constat simple, Rennes, c'est un taux de pauvreté d'environ 20% contre 14% en France. Et sur certains quartiers, on avoisine le taux de 40%. Donc évidemment, il y a une politique sociale très très ambitieuse à mener pour reconstruire la prospérité collective, pour permettre à chaque Rennais d'avoir sa chance d'un travail, pour pouvoir épargner et à terme d'être propriétaire, mais aussi tout simplement de payer ses factures. J'avais envie de vous entendre aussi sur la politique plus politicienne. On sait que Rennes, c'est une forteresse de gauche, un bastion, on pourrait dire, de la gauche. Est-ce que c'est possible que demain, au lendemain des élections de 2026, Rennes bascule à droite ? Plusieurs choses par rapport à cela. Évidemment, je suis conscient, je suis convaincu que l'alternance viendra. Nous avons décidé de mettre une date avec mon équipe sur cette alternance, c'est 2026. Nulle forteresse n'est imprenable, ça c'est important. Et aussi, je vois dans l'histoire politique que certaines villes qui ont été acquises pendant des années à la gauche, même au PC, sont passées à droite, au RPR, sans passer par la case centriste. Donc moi, quand on me dit Rennes se gagne au centre, je ne suis pas convaincu. Moi, je pense que Rennes se gagne avec une équipe dynamique, experte, passionnée, qui a envie de s'engager pour Rennes et qui porte des idées simples, pragmatiques.
Et c'est ça qui est essentiel. Et moi, ce que je vois aussi, pour être très régulièrement sur le terrain et pour être sur le marché, j'étais au Blône samedi, j'étais à Villejean vendredi dernier, beaucoup d'électeurs de gauche me disent « je suis prêt à mettre un bulletin de droite pour justement appliquer et mettre en place une rupture ». J'ajouterais encore aussi que Ernest Renan disait une chose importante, c'est que l'exercice du pouvoir, il est cyclique et que l'alternance est à venir. Voilà, nous avons décidé de provoquer cette alternance, engager cette rupture et la préappairer pour 2026. Il y a une demande, vous dites des Rennais pour un changement. Il y a une demande aussi pour un apaisement, aussi, on sait. Alors, on a commencé cet entretien en parlant de l'insécurité à Rennes, qui ne touche pas que Rennes. Hein, je précise, il ne s'agit pas de focaliser, mais il y a une demande de calme finalement et d'apaisement. Il y a une demande de calme et d'apaisement. Il y a une demande justement de porter un projet d'espérance. C'est vraiment ça que moi je ressens, c'est donner espoir, porter un projet simple, de rupture, avec des convictions claires, pour répondre aux aspirations profondes des Rennais et avoir une vision long terme, mais qui se traduit sur des mesures essentielles à porter dans les prochaines années. Et c'est ce que nous allons faire très concrètement, au travers aussi des propositions que nous faisons assez régulièrement, puisque nous faisons des soirées thématiques, ce qui nous laisse la possibilité d'exposer notre projet. La semaine dernière, nous avons organisé une soirée notamment sur l'écologie. Voilà, qui est importante aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de choses à faire pour l'écologie aujourd'hui, pratiquement dans les grandes villes aussi. Rennes n'échappe pas à la règle. Non, et nous avons fait deux orientations assez fortes. Hein. Pour moi, l'écologie, elle est orientée sur deux piliers, c'est la protection de l'environnement et de la biodiversité, mais aussi décarboner notre économie via deux choses essentielles qui sont l'innovation et le progrès technique. J'avais envie de vous entendre aussi sur un sujet plus politique avant de conclure. Thomas Rousseau, vous me voyez peut-être venir, il doit y avoir un choix à faire chez les Républicains, le choix de celui qui va conduire le parti. Alors, vous êtes plutôt Bruno ou plutôt Laurent? Alors, déjà, deux mots sur les chiffres. Hein. Les Républicains ont connu une explosion de leur réadhésion, leurs adhésions récemment. Nous avons maintenant 120 000 adhérents à jour de cotisation pour voter. La clôture du vote, c'était la clôture des adhésions, c'était le 17 avril. Le vote, c'est le 17 mai. 120 000 adhérents, ça nous met au niveau de 2021. Et dans la fédération d'Ille-et-Vilaine, nous avons à peu près 1 millier d'adhérents. Donc je trouve que c'est positif parce que ça montre une chose, c'est qu'il y a un intérêt pour cette campagne et pour répondre concrètement à la question. Nos deux candidats sont des leaders, ils ont des qualités d'hommes d'État. Moi, je me suis engagé il y a une dizaine d'années pour les Républicains, force républicaine que j'avais rejoint pour soutenir François Fillon, Bruno Retailleau, que j'ai soutenu en 2022 et je vais être fidèle à cette cohérence, à cet engagement de long terme pour moi. Voilà, l'important c'est qu'il n'y ait pas de guerre des chefs. Exactement, mais je pense pas qu'il y a une guerre des chefs, il y a une divergence aussi de vision, de proposition, de style, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la capacité à débattre. Voilà, la capacité à débattre, et ce sera mon dernier mot. On l'a perdu un peu dans la société aujourd'hui ? Un petit peu, et je pense que c'est important de réancrer cela, la capacité à débattre et la capacité à confronter des idées avec sérénité. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Thomas Rousseau. Je rappelle que vous êtes président du mouvement Rennes à droite. Vous êtes candidat à Rennes pour l'Espoir Rennais, votre programme. Vous nous en avez parlé ce matin, donc candidat au municipal de 2026. Et on va se revoir car la campagne ne fait que démarrer finalement. Merci infiniment. Merci. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, cher Stéphane. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.